Merci beaucoup d'être là donc pour cette causerie. Donc on va parler aujourd'hui de la parole des artistes, la parole publique des artistes. Parce que c'est qu'on a le sentiment dans ce monde qui est de plus en plus sous tension que prendre la parole publiquement, dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on défend peut devenir assez risqué pour un ou une artiste. Et que entre la question des récupérations par les marques, par les réseaux sociaux, la peur de mal dire, d'être étiqueté, d'avoir un bad buzz, que la parole est de moins en moins libre. Et donc, pour en parler, nous avons avec nous Céline Salette, qui est actrice, réalisatrice, à qui on doit notamment le très beau film Nikki. Si vous n'avez pas vu ça, allez le voir. Je vous laisse l'applaudir. Qui est en plus un film sur une autre artiste engagée, Niki de Saint-Phal. Jérémy Régnier, je vous laisse applaudir. Acteur, réalisateur, qui est président du collectif CUT que nous avons cofondé, donc Cinéma Uni pour la Transition, et qui organise cette conférence avec Change, qui est un mouvement qui, tu raconteras tout à l'heure, mais qui essaie d'embarquer tous les professionnels du cinéma pour que le cinéma s'engage pour la question écologique. Collectif que nous avons cofondé, je le dis dans un souci de transparence, et qui est en ce moment à l'affiche de la série Carême sur Apple TV. Moi, je fais aussi un peu la promo. Merci, voilà. Merci. Et enfin, Bleuen Le Show, applaudissements, sous vos applaudissements, qui est enseignante-chercheuse en sciences politiques, maîtresse de conférences à l'Université de Rennes, qui est spécialiste de l'engagement politique des artistes, et autrice du livre Voicing Dissident, American Artists and the War on Iraq, il y a quelques années. J'ai trouvé ça pas mal, hein. Voilà. Alors, pour introduire la conversation, effectivement, on peut avoir le sentiment, et je le vis de première main, que c'est de plus en plus difficile de mobiliser les artistes pour des combats politiques, écologiques ou même humanitaires. Je vous avoue qu'on était fort peu récemment à oser prendre la parole pour dénoncer, par exemple, la politique génocidaire d'Israël en cours à Gaza, assez peu sur la place de la République au moment des législatives pour manifester notre engagement contre l'extrême droite. Sensiblement peu d'artistes ont pris la parole contre la guerre de façon générale, on pense à l'Ukraine aussi en particulier. On est assez peu à nous engager ouvertement pour le climat et la défense du vivant. Alors, est-ce qu'il y a réellement défection ? Je me souviens pour ma part des grandes mobilisations d'artistes dans l'histoire, on en parlera, le grand concert pour le Bangladesh de George Harrison avec Bob Dylan et tout ça dans les années 70. Dans les années 80, toute la mobilisation autour de l'Éthiopie avec We Are the World et toute la brochette de chanteurs et de chanteuses autour de Michael Jackson et Lionel Richie. Son équivalent français, Éthiopie, avec Michel Berger, etc. Les Restos du Cœur, avec Coluche, puis les Enfoirés pendant des années. Le Live Aid en 85 organisé par Bob Geldof, la performance mythique de Queen à Wembley. Sur le volet politique, je me souviens aussi de la très forte mobilisation des artistes en 2002 quand Jean-Marie Le Pen était arrivé au premier tour contre l'extrême droite. Mobilisation qu'on n'a pas vraiment retrouvée dans ses proportions en 2017, 2022 ou 2024. Je pense aussi à la mobilisation pour les sans-papiers, l'église Saint-Bernard. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment tenace qu'il est de plus en plus compliqué de mobiliser aujourd'hui ? Et Bleuen Le Show, vous qui travaillez sur l'engagement des artistes dans l'histoire, j'ai envie justement, et sur la comparaison d'ailleurs entre ce qui se passe en France et aux États-Unis, puisque vous avez fait notamment une étude aussi à New York. Est-ce qu'on peut dire vraiment que l'engagement des artistes baisse au-delà de notre perception ? Est-ce qu'on a des éléments un peu plus factuels qui le prouveraient ? Et si c'est le cas, pourquoi ? Alors, merci beaucoup d'être là. Bonjour à toutes et tous et merci de cette invitation. D'abord, je voudrais dire que l'engagement d'artistes fait l'objet toujours d'injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'à la fois, ce serait un impératif moral de s'engager, parce qu'on est dans une profession qui est en lien avec des publics, mais en même temps, on le verra tout à l'heure, il y a des risques et des coûts à s'engager.
Mais l'expression d'artiste engagé est presque un pléonasme. Et ça a été le cas, même si on pense à Sartre, l'intellectuel est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, la célébrité sans cause serait une anomalie. Mais effectivement, il y a peut-être les formes peut-être ont changé, au sens où, de manière générale, en politique, il y a un amour moindre peut-être pour l'engagement en faveur de partis politiques par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'engagement. Tout dépend de la manière dont Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis par exemple. Voilà, mais ça dépend aussi de la manière dont on considère la politique. Et à l'échelle de l'histoire, si on regarde récemment le mouvement Black Lives Matter sur lequel j'ai travaillé, il y a une mobilisation très forte, surtout en 2020, après le meurtre de George Floyd, au sein de la communauté artistique. Donc il y a en effet peut-être des cycles de mobilisation, des formes de mobilisation qui changent, mais pas forcément une baisse de l'engagement. Je commence par là et puis on parlera peut-être des risques ensuite. Céline, Jérémy, je vous pose la question à tous les deux. Comment vous vivez cette question de l'engagement? Est-ce que pour vous, ça va de soi, étant des personnalités publiques, étant des artistes, de vous engager? Ou est-ce que pour vous, être un artiste, c'est quelque chose qui se fait en soi et ensuite vous avez votre deuxième vous qui est un citoyen ou une citoyenne qui là effectivement peut s'engager, mais il y a comme une sorte de cloison étanche entre les deux? Ou est-ce que... Qui veut commencer? Alors moi je me suis confronté à ça, je ne me posais pas vraiment la question avant, à être engagé ou pas. Je l'étais dans ma vie, mais je n'étais déjà assez peu amené, où j'avais peu de propositions. On ne me proposait pas en me disant tiens, est-ce que tu veux accompagner ce mouvement? C'est en créant Cut justement ensemble qu'on a mis en place, comme aujourd'hui en fait, des moments de parole, et en cherchant en fait des gens pour parler, que ce soit des actrices ou des acteurs, je me suis rendu compte d'un blocage en fait, parce que je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens, soit ils sont occupés par leur travail, ce qui est normal, ils ont un planning qui évolue et qui est compliqué, mais malgré tout c'est comme si je sentais une fragilité à un endroit où soit on rejetait ça en se disant tiens, c'est pas ma place, je sais pas ce que j'ai vraiment à y dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas, est-ce que ça va changer quelque chose, ou tiens, j'ai peut-être pas les connaissances suffisantes, ou d'autres qui ont une vraie peur, et ça c'est ce qu'on en parlera des risques, c'est tiens, qu'est-ce que je peux perdre, parce que déjà ce métier d'actrice et d'acteur, c'est quelque chose de très fragile pour déjà, entre guillemets, arriver à vivre de sa passion. On est toujours nourri par le désir, on est confronté à ce désir, que ce soit dans les yeux d'un réalisateur, que ce soit dans les yeux d'un producteur, d'un public, et on sait que c'est fragile. Et je pense qu'il y a un endroit où comme c'est tellement fragile déjà d'atteindre ça pour nous, en tant qu'artistes, on se dit que chaque chose qui peut faire basculer ou tendre encore plus, et du coup tout d'un coup sombrer et disparaître, fait que l'engagement en soi peut faire peur, je pense. Comme si on avait peur de perdre quelque chose. Et du coup, c'est là où je pense qu'il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? Est-ce qu'on va vraiment perdre quelque chose ou pas? Et moi, si je veux être totalement transparent, c'est vrai que même en étant cofondateur de cette association, Cut, il y a des fois quand je suis dans une manifestation de cinéma, un festival, et qu'on me parle de Cut, parfois je ne peux pas m'empêcher de baisser un peu la tête, de peur qu'on me tape dessus. C'est une image, mais de peur du regard de l'autre, de mon métier, comment il va percevoir, en se disant tiens, ouais, Jérémy joue l'écolo, ou voilà. Et donc moi-même, je me retrouve dans une situation où tout d'un coup, je suis pas très à l'aise, quoi. Quel sale con, il veut protéger la planète. Et pourtant, j'ai ces convictions et je trouve ça forcément, c'est pour ça qu'on est là tous, mais je peux pas m'empêcher aussi d'avoir une partie, une peur, quoi, une peur du regard de l'autre. Mais juste pour rester là-dessus une seconde, de quoi tu as peur de plus? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu n'assumes pas dans ces moments-là, d'une certaine manière? De ne peut-être pas être compris, de ne pas que l'autre ne perçoive pas cette sensibilité, cette vision. On n'a pas la même vision, il ne comprend pas, et peut-être que je n'aurai pas les mots assez percutants
pour pouvoir lui dire ah ben oui bien sûr t'as raison et dans un monde en plus qui peut être de faux semblants, qui aime le fait de briller, le fait d'être voilà, dans la lumière, fait que ben, peut-être que ça peut sortir de ce cadre-là. Mais je crois que c'est totalement infondé, quoi. C'est quelque chose de. Et donc, Non, je pense que c'est pas si infondé dans le sens où, en effet, quand on parle du risque et des coûts, quand quelqu'un s'élève à un statut de notoriété qui est supérieur à celui des autres, en effet, il est sur une crête, en tant qu'artiste, en plus acteur de désirabilité. Quand tu es acteur, oui, tu peux être très privilégié, mais tu restes quelqu'un qu'on doit choisir. On doit t'appeler pour tourner des films, tu ne crées pas ton propre travail. Donc tant que tu ne crées pas ton propre travail, tu es dépendant du désir des autres, du regard des autres, d'être choisi. Et donc, si tu saoules les gens, si on t'entend trop sur ce terrain, si les gens ne sont pas d'accord avec toi, enfin je veux dire, et ça arrive, et on l'entend dans le métier. C'est pas pour rien que tu as cette peur, c'est parce que ça existe. Qu'est-ce que tu entends dans le métier? Je sais pas, tu vois, des gens qui sont, par exemple, on peut parler de Judith Godrèche, par exemple. Judith, qui est une femme qui est hyper engagée et tout ça, il y a plein de gens qui ne veulent pas entendre parler d'elle parce que c'est saoulant, c'est trop saoulant, tu vois. c'est comme si ça prenait trop de place, et plus de place que en fait, un acteur et une actrice devraient disparaître pour pouvoir laisser la place à leur personnage ou autre, ou au désir d'un réalisateur et d'un producteur. Et si tout d'un coup, ils s'animent trop d'une conscience, d'une pensée ou d'une révolte, ça gêne certains, quoi. Tu vois, par exemple, moi, pour parler de moi, par exemple, je pense que je suis pas à un niveau de notoriété gênant. D'une certaine façon, comme je suis pas très connue, je ne suis pas embarrassée parce que ma zone de risque, elle est pas grande. Et aussi, par ailleurs, comme j'ai travaillé pour gagner en autonomie, toi-même, tu vois, tu réalises, parce qu'en fait, si tu rééquilibres cette balance du regard de l'autre, en créant ton propre travail, en te levant le matin pour travailler, tu es moins fragile en fait. Tu tiens sur tes deux jambes. Quelqu'un peut te pousser et dire mais ferme ta gueule, je te déteste quand tu pars. Et tu dis mais c'est pas grave mec, t'es pas obligé de m'aimer, c'est ok, tu vois. Je veux dire, je te demande pas de m'aimer en fait. Je vis ma vie. En fait, je vis ma vie pleinement. J'assume ce que je dis. Je suis heureuse de participer comme actrice et citoyenne à ce auquel je crois et je n'ai pas peur. En fait, cette peur, elle est intérieure, mais il faut trouver beaucoup d'autonomie pour lutter contre ça. Et donc, pour toi, ça passe aussi par là, c'est-à-dire par le fait d'être la source, c'est-à-dire de réaliser, ça change quelque chose. C'est-à-dire pour toi, c'est plus facile de t'engager comme réalisatrice que comme actrice. Complètement. Enfin, je ne suis pas une personne séparée, ni actrice, je suis la même personne, mais comme j'ai équilibré mon quota de terreur, parce que c'est comme terrifiant, tu vois. C'est vrai que des gens ne sont plus appelés du jour au lendemain, ça existe. Fois, tu vois des gens, tu te dis, ils disparaissent. Il n'y a pas de trappe. C'est juste qu'en fait, et ça arrive, même si tu t'engages pas, d'ailleurs. Oui. Ça arrive en fait. Autant s'engager finalement. Il était là et pouf, il a disparu. Non, il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui. Mais et donc en effet, sur cette crête très fragile, c'est terrifiant de dire des choses qui peuvent froisser des gens, mais c'est la vie. Blewen, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-à-dire de cette idée que un artiste doit, parce que tout à l'heure tu disais qu'il y a une forme de pléonasme entre artiste et engagé, donc qu'est-ce que tu veux dire par là? Et est-ce que, et je vous reposerai la question après, au-delà du fait d'être artiste, le fait d'être connu, en fait, d'avoir de la notoriété, donc d'avoir la possibilité de toucher plein de gens, est-ce que ça ne donne pas une forme de responsabilité dans des moments graves? C'est-à-dire que là, on est quand même par exemple dans un moment où la planète pourrait devenir inhabitable. Bon, alors, moi, pour mettre mon grain de sel dans la conversation, ce que je trouve un peu bizarre, c'est de s'extraire de ça et de dire moi, c'est pas mon problème. Vous voyez, je préfère laisser les autres en parler. Mais tu habites sur cette planète quand même. Oui, elle va devenir inhabitable, c'est un peu ton problème aussi. Oui. Là, vous voyez, juste là, entre le moment où je suis rentré et là, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit bravo pour votre cause. Et j'étais là, mais c'est pas ma cause, mec, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas ma planète, c'est pas mon climat, c'est pas à moi, c'est pas mon truc, en fait. Tu vas pas le faire pour me faire plaisir. Genre, bravo pour votre truc, là, l'écologie, là, c'est super. Donc, à partir du moment où c'est pas la cause de quelqu'un, mais que c'est notre cause collective, si on a la possibilité, parce qu'on est très connu et parce qu'on a une plateforme de parole, de dire quelque chose, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité quand même?
Oui, alors je vais revenir parce que c'était très riche ces témoignages, donc je vais revenir un petit peu sur ces témoignages et puis effectivement sur la question de l'injonction paradoxale. Alors, en effet, le fait d'être visible, à la fois ça oblige, au sens, on se dit, ça engage, ça crée une certaine responsabilité, en effet, et en même temps, ça redouble les coûts. C'est-à-dire que plus on s'expose aussi au risque. Hein, c'est un petit peu les deux à la fois finalement. Et on s'expose à quel risque, à quel soupçon? Eh bien, le soupçon de l'étiquetage, c'est effectivement d'être étiqueté comme un artiste engagé. Le soupçon aussi, il y a 4 soupçons. Ce soupçon d'étiquetage, le soupçon qui consisterait à faire sa publicité et de faire écran à la cause. Un troisième, c'est celui de l'incompétence ou du défaut d'expertise sur une cause. Et le quatrième, c'est le défaut d'exemplarité, c'est-à-dire ne pas, en fait, on serait critiqué pour ne pas mettre en cohérence ses pratiques, par exemple écologiques, avec son engagement. Mais ça pourrait être aussi un défaut de cohérence entre un concernement identitaire entre qui on est et la manière dont on s'engage. C'est pour ça que Judith Godrèche, en effet, le fait qu'il y ait un concernement fait aussi qu'elle peut toucher. Justement, et qu'elle peut concerner d'autres personnes. Quand tu dis concernement, c'est-à-dire qu'elle a vécu ce dont elle parle. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que j'ai aussi analysé MeToo aux États-Unis et Black Lives Matter. Dans les deux cas, le fait d'être concerné, d'être une personne racisée ou une personne qui a connu des violences sexuelles et sexistes, le fait de l'avoir connu, donc ce concernement identitaire, donne de la crédibilité quelque part. Oui, ça aurait valeur d'expertise selon ce que tu dis. Ouais. Ça aurait une valeur d'expertise en effet. Et on a un petit peu d'ambiance. Ouais, on va danser tous ensemble. Et Ils font vachement plus de bruit en bas alors qu'on est beaucoup plus nombreux en haut. Il n'y a personne. Bonjour. Et c'est bien parce que c'est coûteux que parfois les artistes en effet cherchent à séparer les deux, à séparer engagement et travail. Et alors là je vais employer un peu un jargon de sciences sociales si vous me permettez. En fait, on dit que historiquement, il y a eu une autoréférentialité croissante des sphères sociales d'activité, c'est-à-dire que les sphères sociales d'activité, c'est par exemple la sphère politique et la sphère professionnelle. Et il y a une autoréférentialité croissante, c'est-à-dire que les normes sont propres au champ auquel on appartient. Donc le fait de s'investir dans un autre champ, dans le champ politique, est plus coûteux, effectivement, là on pourrait dire qu'avant, parce qu'il y a une autoréférentialité croissante. Et donc on est davantage taxé d'artistes militants, au sens négatif, aujourd'hui sans doute qu'avant. Et je me permets une dernière chose, parce que je trouve ça très important de se poser la question de qu'est-ce qu'un coût, et aussi la question du désir. Je pense que, alors là aussi c'est sociologique, mais quand on étudie l'engagement, on va regarder 3 niveaux. Le niveau micro-sociologique, les individus, le niveau mésosociologique, les organisations, et le niveau macro-sociologique, le contexte. Au niveau micro-sociologique, on peut s'engager parce qu'on est dépositaire d'un héritage. Nos parents étaient engagés, on a envie de reconduire cet engagement. C'est important pour nous, ça fait sens. En ce sens, c'est pas forcément coûteux parce que ça fait sens dans notre vie. Voilà. Ensuite, sur le plan individuel, cet engagement est relatif aussi à son positionnement dans sa carrière professionnelle. Si on est début de carrière ou si on a une carrière assez assise, une carrière assise et qui permet peut-être de prendre la parole sans s'exposer à trop de risques, ou au contraire un début de carrière. Ensuite, le niveau mésosociologique, c'est-à-dire à quelle organisation on appartient. Si on est dans un collectif qui lui-même est favorable à cet engagement, eh bien, il y a une sorte de façonnage organisationnel de l'engagement et le collectif peut vous soutenir en fait dans cet engagement. Et au niveau macro-sociologique, eh bien, il y a des moments dans l'histoire où il est peut-être plus facile de s'engager que d'autres. Mai 68, on dit que parfois les événements ont un effet gâchette. Parfois certains espaces ont un effet gâchette, c'est-à-dire qu'ils activent un engagement. Avignon, par exemple, en 1995, l'engagement pour la Bosnie, le fait que des collectifs sont engagés, ça conduit d'autres à s'engager aussi.
Donc il y a des moments dans l'histoire comme ça. On parle de mai 68 comme des années impressionnables, qui ont impressionné les individus et qui ont façonné aussi ce que ces individus étaient, même s'ils ne venaient pas d'une famille engagée. Et donc ça a changé leur vie quelque part d'être à l'université au moment des années 68. Pareil, Black Lives Matter, des personnes qui n'étaient pas engagées du tout se sont engagées au moment de Black Lives Matter. Ou MeToo, c'est un excellent exemple aussi pour montrer des exemples récents. Et ça, c'est pour dire que le coût, il est relatif à tous ces éléments-là, mais c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas de fatalité. Pour dire que ce qui est désirable un jour, le fait que ce soit indésirable de s'engager peut devenir désirable en fait, en fonction du moment de l'histoire. On cherche une gâchette, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui va tirer le premier? Mais est-ce que justement la question là du changement climatique n'est pas une gâchette d'une certaine manière? Et là, moi, j'ai envie de te poser la question, Jérémy, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a un an et demi, Qu'est-ce qui déclenche tu te dis, toi, Moi, c'est pour ça que je pense... juste pour raconter en Ouais, 2 secondes, Jérémy nous a appelé un jour. Et donc, je ne sais pas ce que tu as dit aux autres, mais en tout cas, moi, je me souviens de ce que tu m'as dit à moi, en disant, là, ça fait 1 an que j'ai pris un peu de recul, je vois ce qui est en train de se produire, je ne peux plus rester sans rien faire. Je peux pas rester sur le côté à regarder les choses se passer, donc j'ai besoin qu'on trouve quelque chose à faire. Donc, c'était quoi ce moment de... Ouais, et c'est pour... Alors moi, le moment était particulier, je pense qu'il était à un moment où j'avais l'espace d'être touché. Alors en plus, c'est faire... En tant qu'acteur et actrice, sauf quand on réalise, on est un peu extérieur, mais on est quand même très enfermé sur notre propre monde. Et je me suis extrait de ça pendant 2 ans. Et du coup, j'ai pu voir un peu mieux ce qu'il y avait autour de moi. Et les toucher par des choses qui peut-être me touchaient moins ou auxquelles j'étais tout d'un coup plus réceptif. Et tout d'un coup, ça m'a paru évident parce que je cherchais en fait du sens, d'une part à ma vie, mais aussi à mon métier. Je suis acteur depuis l'âge de 9-10 ans. J'ai eu la chance de rencontrer plein de réalisateurs et plein de rôles. Et tout d'un coup, dans ma vie, je me suis dit, mais ok, j'ai eu plein de cadeaux, mais quel est le sens de tout ça, à part mon propre plaisir? Et je me suis dit, mais tiens, aujourd'hui, Jérémy, si tu as quelque chose à faire, même qu'il soit d'ordre artistique, il faut qu'il y ait un geste écologique, une pensée écologique derrière. C'est plus possible par rapport à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Et c'est là où tout d'un coup j'ai eu cet éveil, j'ai eu le temps de pouvoir rencontrer des gens, m'éveiller à la cause. Et c'était en plus très naturel et en même temps la première fois que je me suis dit tiens, pourquoi on ne créerait pas Cut? Ou en tout cas au départ c'était plus si on s'asseyait autour d'une table, tout acteur de l'industrie du cinéma, pour discuter d'écologie et voir ce qu'on peut faire. Mais il n'y avait pas de volonté, donc c'était vraiment une envie de comprendre et d'engagement. Mais je pense que ça doit passer par un moment, et c'est pour ça que je pense que vraiment certains acteurs ou actrices qui n'arrivent pas ou qui ont peur de s'engager, c'est qu'en fait c'est un éveil personnel. Et ça arrive à un moment ou pas dans ta vie, et pour 1001 raisons, quoi. Est-ce qu'on peut l'activer ou pas d'une manière ou l'autre? Ça, c'est la question, quoi. Comment t'es avec ça, toi, Céline? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, bon, là, je peux pas rester sur le bord, il faut que je descende sur le cours? En fait, j'ai souvenir assez vite de quand on était plus jeune, dans ma vingtaine par exemple, c'était assez obscur les enjeux du monde dans lequel on vivait. C'était un peu, c'était vraiment un peu obscur, quoi. Il n'y avait pas tellement de lignes ennemies qui se dégageaient. Tu vois, je sentais pas tellement comment me mobiliser. Et puis l'apparition de cette conscience climatique, enfin cette conscience du danger climatique, elle émerge en même temps dans la société, en même temps que pour moi, tu vois. Et au fond, c'est vraiment une prise de conscience. C'est génial. Je trouve ça génial que ça ait été là, et en fait maintenant c'est vraiment là. Même si maintenant c'est combattu. Maintenant c'est combattu, vraiment. On est combattu à tout. En tout cas cet état de conscience, il est combattu à toute force. À coup de mensonges, à coup de, tu vois, de distorsion du réel, à coup de fiction, à coup de narration. En fait, maintenant, la fiction est utilisée pour changer le réel, hein, et à des niveaux déments, jamais atteints, tu vois. C'est-à-dire carrément, est-ce qu'on pouvait penser que le président des États-Unis dirait les choses qu'il dit, ferait les choses qu'il fait? Non, clairement pas. Et c'est en train de se polariser parce que, bah oui, le champ d'éveil est en train d'augmenter.
Et donc le champ d'opposition de l'autre côté, des forces de l'argent, des forces tu vois, oui, du business, on va pas lâcher notre steak, c'est notre steak, et voilà, tu vois. C'est mon gagne-pain et je gagne des millions et toi tu vas pas m'empêcher en fait. Bah, ce champ de force il s'est élargi, donc voilà, c'est devenu une lutte clairement. Et dans cette lutte, évidemment, il y a un moment, bah oui, il faut s'armer avec ce qu'on a. Nous, les récits, toi, tu as été un des pionniers, tu vois, de mettre en œuvre des récits de lutte, des récits de changement. On a ces outils-là, mais ils sont aussi très combattus, tu vois. Donc voilà, maintenant il faut prendre conscience de ça, chacun à notre niveau, et savoir que en fait, nous tous individuellement, on a vraiment des armes, quel que soit notre niveau, pour trouver des idées, pour changer, pour activer le changement. Je veux dire, c'est à nous, quoi. C'est à nous tous. Chacun, on est tous responsables. En fait, il n'y a pas de pupitre, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de micro, ça n'existe pas. On est tous à un niveau d'égalité qui fait qu'on a tous des armes potentiellement en main pour activer des changements grands. C'est intéressant aussi de se demander... ouais, je t'en prie. C'est intéressant de se demander si cet engagement des artistes, il est utile ou efficace. Et peut-être à quel endroit il est le plus utile et le plus efficace. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire... comme je le disais tout à l'heure, que plus un artiste ou des artistes ont la capacité de toucher des gens, plus c'est utile. Je parlais tout à l'heure de ce qui s'était passé pour l'Éthiopie, pour le Live Aid et tout ça. Et à la fois, récemment, on a eu aussi une forme de retour de flamme où on a demandé aux artistes de se taire, c'est-à-dire de dire arrêtez du haut de vos privilèges, d'une certaine manière, de nous parler et de nous expliquer la vie. Enfin, parmi celles qui ont le plus fait les frais de ça, on peut citer Marion Cotillard, à qui on a dit voilà, ça suffit, Chanel, machin, etc., de venir nous expliquer comment il faut faire de l'écologie. Comme si la légitimité, justement, était pas si grande et que, comme tu disais tout à l'heure, au bout d'un moment, ça saoule. Donc, est-ce qu'on peut se dire que, malgré tout, ça reste important ou est-ce que ça devient un peu contre-productif? On l'a vu aussi aux États-Unis, hein, autour de toutes les artistes qui se sont mobilisés autour de Kamala Harris, où il y a eu une espèce de crispation de se dire bah ça c'est les privilégiés d'un côté, et nous on est l'Amérique des laissés pour compte et on va voter au contraire pour l'autre candidat, quoi. Oui, après on peut aussi se poser la question de ce qui se passerait s'ils ne s'engageaient pas. Ce serait peut-être aussi encore plus difficile, je pense en tout cas. Ça pose la question aussi de la légitimité de la représentation politique lorsque effectivement... la question d'être des mandataires sans mandat, quelque part, il n'y a pas de mandat politique, de représentation. Donc on peut se dire, quelle est ma légitimité à parler? Mais en même temps, il y a une représentation, c'est un peu le double sens de représentation. C'est pas une représentation au sens, il n'y a pas de délégation d'autorité, il n'y a pas effectivement le peuple qui vote directement pour que des artistes prennent la parole. Donc, mais il y a une représentation au sens effectivement artistique. Il y a vraiment cette différence en allemand entre Vertretung et Darstellung de représentation au sens représentation, le mandat, et représentation au sens de représenter sur le plan, ça peut être sur le plan artistique par exemple. Et effectivement, la question qui se pose, mais aussi en politique, c'est la question de la distance parfois, la distance sociale entre les représentants et les représentés. Et comment on amoindrit cette distance. Et je pense qu'effectivement, par des films, on peut montrer un certain engagement social. Je pense que c'est possible de le faire comme ça. Et aussi, alors moi je parle aussi d'engagement par capillarité, c'est-à-dire que dans Black Lives Matter, ils se sont dit comment on peut faire changer pas seulement nos adversaires, mais aussi nos pairs, nos collègues, déjà. C'est-à-dire, ils ont commencé, donc il y a eu une pétition signée par plus de 300 artistes du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, pour qu'il y ait un changement de pratique déjà dans le monde professionnel. Et ils ont utilisé non pas la loi, parce que la loi n'est pas forcément efficace dans ces cas-là, mais les principes moraux en soi non plus ne suffisent pas, c'est-à-dire des principes moraux de dire à quelqu'un mais ça c'est bien, ça c'est mal, de venir culpabiliser quelqu'un, en fait c'est pas forcément productif. En revanche, de leur dire écoutez, de montrer en fait qu'il y a un décalage entre les valeurs qu'on défend de progressisme, puisque on se dit quand même souvent progressiste dans les mondes de l'art,
Et en fait, la réalité, on peut aider comme ça à changer des collègues. Et donc, ils ont une pétition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont accompagné d'une protection des plus fragiles. Donc, c'était un collectif de signataires. Je crois que c'était 334. Et ce qui est important, c'est de ne pas le faire seul. Parce que quand le coût est subi tout seul, c'est beaucoup plus difficile que quand il y a 334 signataires. Et ils ont regardé les complémentarités aussi dans la carrière professionnelle. Des personnes très connues d'Hollywood, des personnes beaucoup moins connues, des personnes respectées pour leur engagement, des personnes qui ne s'engageaient pas mais qui ont signé cette pétition, pour bien montrer que ça représentait tout l'univers professionnel. Et voilà, en utilisant un peu cette arme-là de la pétition adressée à des collègues plutôt qu'à des adversaires finalement. Et donc peut-être une remise en question aussi d'abord de sa propre pratique avant de commencer à donner des conseils à tout le monde. Déjà, et on sait très bien que, donc je parlais des principes moraux, le bien, le bien et le mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. En fait, nous, ce qui nous fait agir, c'est pas forcément de savoir sur le plan cognitif qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais on sait que les émotions active l'engagement. Et l'incarnation, justement, l'incarnation qui est possible dans les arts de la performance et du cinéma, cette incarnation et la projection que ça permet, on sait que ça favorise l'engagement. Ce vecteur émotionnel, puisqu'il y a vraiment toute une sociologie de l'engagement qui montre bien que l'émotion active les principes moraux. En fait, c'est une activation des principes moraux. D'ailleurs, on me dit dans mon oreillette que CUT, donc l'association qu'on a cofondée, sort aujourd'hui son guide des acteurs pour aider les acteurs et les actrices à l'intérieur de leur métier à commencer à avoir de l'impact, à changer des choses sur les tournages, dans leur propre pratique. Et peut-être que c'est ça en fait, la quadrature du cercle, enfin la clé, c'est-à-dire que c'est d'arrêter de demander à des artistes de prendre la parole pour un oui, pour un non, de parler de trucs qu'ils ne connaissent pas, de s'engager, quitte à prendre des balles, et plutôt accompagner des acteurs, des artistes de toutes sortes pour intégrer ces dimensions dans leur pratique, dans leur art, que ce soit dans la pratique, là si on parle du cinéma, de réduire l'impact écologique des films, mais aussi de commencer à parler de ces sujets à l'intérieur de nos films. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, vous êtes tous les deux en train de... Enfin, toi, tu viens de finir un documentaire qui n'est pas encore sorti. Toi, tu es en train de réaliser un documentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose justement en vous qui se dit plutôt qu'aller parler un peu partout, j'ai envie de le faire dans mon métier? Moi, c'est évident. C'est aujourd'hui... en tout cas, mais même en tant que étonnamment, alors en tant qu'acteur aussi, ça dépendra des choix qu'on me propose en tant qu'acteur, mais tout d'un coup par un sujet, tout d'un coup participer à un film qui par son sujet éveille la question de l'écologie à différents endroits, on peut rajouter des choses. C'est pour moi ça a presque plus de sens aujourd'hui que d'un super rôle. Alors ça doit l'accompagner, hein, mais malgré tout, c'est cette envie. Et alors quand on a la chance de réaliser, forcément, mais ça après c'est hyper personnel et je pense qu'il faut des récits de toutes sortes. Mais moi, c'est vrai que personnellement, j'ai envie de pouvoir véhiculer ce que je pense être important aujourd'hui à travers justement un nouveau récit qui me permettrait de pouvoir en fait me dire... Même s'il n'y a que 50 personnes qui ont vu ce film, au moins ces 50 personnes-là seront éveillées à quelque chose qui m'est important. Oui, par exemple, j'ai acheté une caméra et j'ai un truc pour la porter. Et en fait, des fois, quand je suis dans le métro avec mon truc, j'ai l'impression d'avoir une calache. C'est une espèce de grand objet en métal avec un long micro. Je sais pas comment dire. Quand tu le mets sur l'épaule, t'es vraiment armé, quoi. Donc je conseille à toutes les personnes qui sont ici, même de filmer avec leur téléphone, parce qu'en fait, quand tu ouvres quand tu ouvres une fenêtre sur quelque chose qui t'importe, tu fais déjà un acte militant très puissant. On devrait tous faire ça, on devrait tous expérimenter ce que c'est de sensibiliser notre communauté, grande ou petite, à des choses qui nous sont chères, précieuses. Et au fond, même les réseaux sociaux sont un outil hyper puissant de véhicule de beauté, de lumière, d'empathie, de puissance, de consolation, d'être humain. Et aussi, qu'est-ce que c'est être humain? Tu vois, on est en train de perdre complètement ça de vue, quoi. On devient complètement zinzin, en fait. Non, mais c'est vrai.
Mais pour finir, parce que j'ai un truc qui me dit « please conclude », je pense que c'est ça qu'on cherche à faire avec Cut, c'est-à-dire à se dire, au lieu effectivement de demander à des gens du cinéma d'aller signer une énième pétition, une énième tribune, moi j'en ai ras-le-bol de signer des tribunes toute la journée, d'intégrer ça parce qu'on a besoin de récits, on a besoin d'incarnation, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et je vois pas comment on pourrait construire une société véritablement différente si on n'est pas capable de l'imaginer d'abord, si on n'est pas capable de se projeter. Or, on vit une sorte de crise de l'imaginaire qui est extrêmement profonde. Donc, on essaye de faire en sorte que des réalisateurs, des réalisatrices, des producteurs, des productrices soient touchés, impactés par ces sujets-là, en leur parlant, en leur faisant vivre des conférences, en les emmenant dans des endroits pour que ça travaille à l'intérieur d'eux, que ça les traverse et qu'ensuite ça se retrouve dans leurs œuvres avec leur propre sensibilité et que ces récits-là en fait deviennent le constitutif du récit collectif dans lequel on vit. Voilà, c'est ça qu'on essaye en tout cas de mettre en œuvre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant et on va passer à... Désolé, on n'a pas le temps pour des questions. On va passer au pitch des films avec Agathe qui va nous rejoindre. Donc ne bougez pas. Merci beaucoup.